sommaire de cette édition, les résultats des élections municipales et régionales partielles sont connus. Pour Anyama, Bétié et le Tchologo restent de repos où des troubles ont émaillé le scrutin. Top départ pour les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur. Cette année, plus de 40 000 candidats dans les filières tertiaires et industrielles. Et puis arrivé ce soir du premier pape sud-américain, François arrive dans un Brésil en pleine ébullition pour célébrer ses premières journées mondiales de la jeunesse. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h sur RTI 1. À Anyama, à Bétié et dans le Tchologo, les populations ont désormais leurs représentants dûment élus. La commission électorale indépendante a proclamé les résultats définitifs des élections partielles de ce dimanche. Nous commençons donc par la commune d'Anyama. Inscrits 52 974. Votants 21 095. Bulletin nul 701. Suffrages exprimés 20 394. Taux de participation 39,82%. Ont obtenu Lassine Camara, candidat indépendant, 7 725, soit 37,88%. Dogbo Joseph, candidat indépendant, 2 928 voix, soit 14,36%. Amidou Silla, candidat du RDR, 9 741 voix, soit 47,76%. Est donc élu. La liste RDR conduite par Amidou Silla avec 9 741 voix, soit 47,76%. Commune de Bétié. Inscrit 4 471. Votants 2 522. Bulletin nul 123. Suffrages exprimés 2 399. Taux de participation 56,41%. Ont obtenu Tano Manizan Etienne du RDR 1067 voix, soit 44,48%. Essueki Niamien, candidat indépendant, 688 voix, soit 28,68%. Ata Apia, du PDCI RDA, 644 voix, soit 26,84%. Est donc élu Tano Manizan Etienne du RDR avec 1067 voix, soit 44,48%. Doropo, inscrit 3 584. Votants 1424. Bulletin nul 134. Suffrages exprimés 1290. Taux de participation 39,73%. Ont obtenu Ouattara Isiaka du RDR 701 voix, soit 54,34%. Kambiré Charles, candidat indépendant, 589 voix, soit 45,66%. Est donc élu Ouattara Isiaka du RDR avec 701 voix, soit 54,34%. Région du Tchologo. Inscrit 92 244. Votants 41 355. Bulletin nul 2604. Suffrages exprimés 38 751. Taux de participation 44,83%. Ont obtenu Ouattara Yaya Tekura Georges, candidat indépendant, 8 806 voix, soit 22,72%. Kone Lassina, candidat du RDR, 29 945 voix, soit 77,28%. Est donc élu Kone Lassina du RDR avec 29 945 voix, soit 77,28%.
Hors de nos frontières au Togo, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, conduit une médiation pour des élections législatives apaisées le 25 juillet prochain. Envoyé spécial sur place au Togo, Viviane Aïma. Désamorcer les graves troubles qui menacent l'horizon togolais, la médiation conduite par la CEDEAO auprès de la classe politique de ce pays aura réussi à faire baisser la tension autour des élections législatives qui se dérouleront ce jeudi 25 juillet. Pendant un peu plus d'une journée, le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, accompagné dans cette démarche par le président nigérian Goodluck Jonathan, ont ensemble longuement parlé avec leur homologue togolais, le président Faure Gnassingbé. Ils ont aussi longuement parlé avec toute l'opposition togolaise. Au cours de ces différents huis clos qui ont marqué ces discussions, sans nul doute que des assurances ont été données, des promesses ont été faites. La démarche opérée par la CEDEAO a ceci de salutaire que pouvoir et opposition au Togo ne sont plus dans un face-à-face. Il y a désormais une interface qui est la CEDEAO. Cette médiation a ainsi permis d'obtenir l'adhésion de toutes les parties pour que les législatives du 25 juillet se déroulent dans un climat apaisé et pour qu'il n'y ait pas de violence à l'issue des résultats. Cette démarche préventive vient rompre avec l'attitude de pompier qui a longtemps caractérisé l'organe communautaire. C'est que la CEDEAO, sous la conduite de son actuel président en exercice, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, affiche désormais une grande détermination, démontrée par la gestion unanimement saluée des crises au Mali et en Guinée-Bissau. Cette fois encore, la gestion par anticipation de cette énième crise togolaise qui se profilait à l'horizon peut être considérée elle aussi comme un succès. Direction le Mali, plus que quelques jours avant le scrutin présidentiel, une délégation rebelle du Nord a échangé avec le président par intérim Madian Kounda Traoré. Il a été question de la normalisation de la situation dans le Nord après la libération des agents électoraux enlevés samedi à Kidal. Sylvie Touré, envoyée spéciale au Mali. Le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, et le HCUA, au Conseil pour l'unité de l'Azawad, chez le président de la transition malienne. La visite intervient le lendemain de la libération des agents électoraux enlevés à Tessalit dans la région de Kidal, au nord du Mali. Pointé du doigt, le MNLA a encore une fois nié les faits. Vous savez, c'est une zone infestée de beaucoup de problèmes, dont des règlements interpersonnes, des règlements intercommunautaires, des règlements interethniques. Il ne faut pas tout mettre sur la base du sabotage des élections ou d'un quelconque désaveu à l'accord qui est signé. Et nous ignorons les individus qui ont fait l'enlèvement, mais ce qui est clair, c'est que je peux vous confirmer, c'est que ce sont nos éléments, nos forces armées du MNLA qui ont fait la poursuite pour pouvoir récupérer les gens qui ont été enlevés. Le MNLA et le HCUA appellent plutôt le gouvernement à respecter les engagements pris lors de la signature de l'accord de Ouagadougou en juin dernier. Il y a le gouverneur, il y a l'administration à Kidal, il y a l'armée malienne à Kidal, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la CENI, il y a tous les engagements que nous avons pris. Et c'est pour cela que nous voulons aussi que de la part du gouvernement, aussi que les mesures de confiance qui sont contenues dans l'accord, que les engagements qui sont contenus dans l'accord soient aussi respectés. L'accord de Ouagadougou, il en a été question ce lundi à Bamako, à l'occasion de la réunion du comité technique des suivis-évaluations. La lutte contre le VIH-Sida au centre d'une rencontre de l'Union africaine à Abuja, au Nigeria. Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé, y représente la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Appropriation, responsabilité et viabilité dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique. Du passé à l'avenir, en passant par le présent, pour les dirigeants africains membres de l'Union africaine, il n'y a pas un meilleur thème que celui-là qui les a réunis du 12 au 16 juillet 2013 dans la capitale nigériane. Une autre occasion qu'ils se sont donnée 12 ans après l'adoption de l'appel d'Abuja de 2001 pour plancher sur ces maladies, véritable problème de survie des populations.
Autour de la table ronde organisée à cet effet sur le thème, 6 panélistes au nombre desquels le président Alassane Ouattara choisit pour sa participation au sommet au titre de président en exercice de la CEDEAO. Le président de la République de Côte d'Ivoire empêché, c'est son ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, qui en son nom a pris part au débat pour présenter le plan ivoirien de lutte contre ces maladies à travers la création du Fonds national pour parler spécialement du sida. En clair, ce sommet dénommé Abuja plus 12, une véritable plateforme d'échange, a permis aux dirigeants africains, comme ils l'ont voulu, d'analyser les facteurs faisant persister ces 3 maladies sur le continent, de relever les lacunes de la lutte et de renouveler leur engagement dans cette lutte. Tout cela dans le contexte des objectifs du millénaire du développement, en abrégé OMD. Parlons éducation. Top départ ce matin pour les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur. Plus de 40 000 candidats composent dans les filières tertiaires et industrielles. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Cissé Bakongo, a fait une tournée des centres. Christelle Ménan et Chantal Akandan. 46 519 candidats composent aujourd'hui dans 32 filières pour le brevet de technicien supérieur. Le diplôme nationalisé en 1992 est un sésame aussi bien pour l'emploi que pour le second cycle supérieur. Alors même malade, on ne se fait pas prier pour venir composer. Je suis en informatique et développeur d'applications. Je ne me sens pas très bien, mais je suis obligée de venir composer. Que Dieu me garde. Au lycée technique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo, visite les candidats et tout le personnel encadrant les examens du BTS, histoire de s'informer sur le bon déroulement des épreuves. Ce que je dois dire, c'est que les conditions que nous avons observées sont des conditions satisfaisantes. Donc je peux dire, comme je l'ai déjà dit, à nos partenaires, au secteur professionnel, aussi bien commercial qu'industriel, que les étudiants titulaires du BTS qui sortent donc de nos structures d'enseignement supérieur privées, mais aussi publiques, sont des étudiants qui sont bien formés, qui sont donc aptes à travailler, dont l'employabilité est éprouvée. Les épreuves écrites du BTS s'achèvent le 27 juillet prochain. Les oraux se tiendront du 30 juillet au 3 août et les résultats sont attendus pour le 30 août 2013. À Boaké, plus de 1000 candidats au brevet de technicien supérieur édition 2013. Ils sont repartis sur 2 centres. Kwadjo Kwame, reportage. Le brevet de technicien supérieur BTS, dernier examen à grand tirage, a débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. C'est par les épreuves écrites, toutes filières confondues, que les candidats ont ouvert le bal. Pour cette session 2013, ils sont au total 46 519 candidats contre 35 569 l'an dernier. À Boaké, ce sont 1005 candidats qui vont à l'assaut des épreuves. Ces candidats sont repartis dans 2 centres d'examen, soit 43 salles. Les surveillants et les agents de sécurité étaient tous à leur poste pour un bon déroulement de l'examen. Malgré cette bonne organisation, quelques absences ont été signalées. L'innovation cette année, les compositions débutent par les épreuves écrites, contrairement aux autres années. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, cela laissera le temps pour le système des anonymats de se développer et permettra plus tard un gain en temps pour les corrections. Les candidats disent avoir abordé les épreuves de français avec sérénité. Après première lecture, je peux dire que c'est abordable. Mais pour ce qu'on a eu à apprendre en classe, je pense qu'on a un peu les moyens pour pouvoir affronter le sujet. Contrairement à l'année dernière, je trouve que le test est très abordable. Et je pense que cette année, ça ira. Cette année, seules les matières retenues après la réforme font l'objet d'examen. Elles sont au nombre de 32 contre 69 l'année dernière. 7 différentes filières sont au programme. Quant aux épreuves orales, elles se dérouleront du 30 juillet au 3 août et les épreuves pratiques professionnelles du 5 au 9 août. Les résultats du BTS session 2013 seront proclamés le 30 août prochain. Quittons les salles de classe pour nous intéresser aux prix pratiqués sur les marchés. La lutte contre la vie chère est en ce moment au centre des préoccupations. Le ministère chargé du commerce a rencontré les associations de consommateurs. Il est principalement question de trouver des solutions pour freiner la flambée des prix sur les marchés. Le reportage de Gabriel Zani.
À Abidjan, les prix des denrées alimentaires ne font que grimper. Avant, par exemple, les oignons, le kilo 300, 250, mais aujourd'hui, ça monte jusqu'à 600, 700. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Moi, je n'arrive plus à payer le kilo de la viande. On va payer les dérivés, les abats. Les tracasseries routières, les marges anormales sur certains produits importés, la multiplicité des taxes sont autant de facteurs qui expliquent cette flambée des prix sur les marchés, selon le ministère du Commerce et les associations de consommateurs réunis ce lundi à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Pour résoudre durablement la question de la cherté de la vie, le ministre du Commerce envisage réactiver 2 outils de régulation économique. Nous avons remis en place la commission de la concurrence et la loi sur la concurrence a été révisée pour maximiser cette concurrence-là en Côte d'Ivoire. C'est par la multiplication des offres, la création d'entreprises qu'on va avoir une meilleure compétition et les prix pratiqués seront le fruit d'une compétition. C'est pour ça qu'il est important de lutter contre toutes les pratiques anticoncurrentielles, les positions dominantes, les monopoles et les ententes. Dans les discussions très animées, des propositions de solutions d'action conjointes entre le ministère du Commerce et les associations ont été faites. Nous avons une base de données de volontaires de la consommation que nous avons formée aux droits et aux devoirs des consommateurs qui sont présents sur tout l'ensemble du territoire national, qui sont donc disponibles à faire remonter les informations aussi le plus rapidement possible aux contrôleurs, aux inspecteurs qui sont au ministère du Commerce pour que, étant un nombre restreint, ils fassent des descentes efficaces. Dénoncer la flambée des prix des produits, voilà la recommandation de Jean-Louis Billon aux associations de consommateurs. La création d'emplois pour les jeunes a été aussi l'une des solutions évoquées par le ministre du Commerce pour donner du pouvoir d'achat aux Ivoiriens. Parlons politique, le 12e congrès du PDCI-RDA se prépare. Le Grand Conseil s'est réuni et prône l'harmonie, l'entente et la paix au sein du parti pour la réussite du congrès. Justine Seydjiké. Les divergences d'opinion et les conflits de génération enregistrés au sein du parti cinquantenaire, le PDCI-RDA, depuis quelques mois ne laissent aucun Ivoirien indifférent. Un petit-fils contre un grand-père, et ça peut se régler en famille. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de se faire voir pour ça. Je suis d'accord avec le dicton qui dit que c'est les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Ça, c'est vrai. Mais souvent aussi, il faut savoir passer le flambeau. Je dis aux autres militants, quelqu'un qui t'a créé, tu essaies de marcher en fonction de ce qu'il dit, tout en faisant attention quand même. Tu as tes propres appréciations, mais grâce à ce parti que tu évolues, tu fais doucement et pour pouvoir évoluer dans ce contexte du parti. Ces sujets ont fait l'objet d'une rencontre des membres du Grand Conseil, l'instance de sensibilisation, de mobilisation et d'encadrement des masses du PDCI-RDA. Après un débat franc, ils sont parvenus à une déclaration résumée en 8 points, entre autres la prise en compte de tous les courants de pensée et le rapprochement des différentes tendances, le maintien de la cohésion au sein du parti par la direction et la condamnation de tout déballage dans la presse. Tous sont unanimes pour une nouvelle dynamique au PDCI-RDA en vue de demeurer le parti politique leader en Côte d'Ivoire. Cette dynamique va s'articuler autour des valeurs qu'a toujours prôné le PDCI-RDA, à savoir le pardon, le dialogue, la paix et l'amour. Nous sommes tenus de ne pas laisser la maison se lézarder et s'effriter. Nous sommes la balance entre le bureau politique et les instances de base et autres. Le PDCI est le parti le plus ancien de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que pour des broutilles, ce parti-là puisse disparaître. Cette rencontre a vu la participation des grands conseillers venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire qui souhaitent une entrevue avec le président du parti, Henri Konan Bédié, pour dire leur part de vérité avant la tenue du 12e congrès du PDCI-RDA le 2 octobre prochain. À quand la levée de l'embargo sur les armes et sur le diamant en Côte d'Ivoire? 2 ans après la fin de la crise post-électorale, le pays est toujours en attente de la levée de la sanction de l'ONU. Léon Pro. Novembre 2004, l'ONU, Organisation des Nations Unies, impose à la Côte d'Ivoire un embargo lui interdisant le trafic même légal d'armes avec l'extérieur. C'est à travers sa résolution 1572, prise au lendemain des frappes des forces de défense et de sécurité sur les villes de Bouaké et de Korogo, alors fief des forces nouvelles.
Un an après, la 1643, une autre résolution onusienne consacre l'embargo sur les diamants ivoiriens. Normal, la Côte d'Ivoire était en crise, ces deux mesures favorisent le retour à la paix. L'embargo sur les armes visant la protection de la population et la prévention de la reprise des hostilités. Celui sur le diamant tirant sa légitimité de ce que l'exploitation et le commerce illicite de ce minerai permettraient entre autres le trafic et la prolifération des armes. Mais 9 ans plus tard, pourquoi laisser planer encore ces embargos? La crise ivoirienne a définitivement pris fin il y a déjà 2 ans avec l'arrestation le 11 avril 2011 de l'ex-chef de l'État. Depuis, de nombreux efforts ont été consentis. Unification de l'armée et du territoire, installation et fonctionnement régulier des institutions de la République, processus électoral dans un climat apaisé. On pourrait penser que ces exemples sont insuffisants si la levée de l'embargo pour certains commande au préalable que soient maîtrisées les armes en circulation sur le territoire. Là encore, des efforts sont déjà consentis. 5105 armes collectées dans le cadre d'opérations de dépôt volontaire, 4195 autres jugées obsolètes, détruites et 8175 armes des forces régulières marquées. Le tout dans un contexte de réforme du secteur de la sécurité dont les résultats à mi-parcours sont également salués par l'ONU. Au total, la Côte d'Ivoire a renoué avec sa souveraineté et la normalité. Les points sur lesquels on devrait fortement agir en ce moment sont la sécurisation des biens et des personnes et la défense de l'intégrité du territoire pour rassurer les investisseurs qui se bousculent aux portes de la Côte d'Ivoire. À ce stade doit donc intervenir la levée des embargos onusiens pour permettre la consolidation des acquis obtenu avec le président Alassane Ouattara au pouvoir, renforcer la sécurité en Côte d'Ivoire face au risque de déstabilisation inhérent à la crise sahélo-saharienne. Et c'est normal, car dans tous les cas, le prochain mandat de l'ONUCI, opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, pourrait une fois encore être allégé pour raison d'amélioration de l'indice de sécurité. Hors de chez nous, en Égypte, la contestation continue et c'est dans un climat très tendu que la première réunion du gouvernement de transition vient de se tenir. Les images. Les tensions ne retombent pas en Égypte. La région a à nouveau connu une flambée de violence pendant la nuit. 6 morts, une dizaine de blessés, dont un officier de l'armée, dans ce qui ressemble à un assassinat prémédité. C'est une action préparée. Le soldat a été visé au cou alors qu'il portait son casque. Non loin de la frontière, avec la bande de Gaza, le Sinaï est particulièrement instable. Le bilan se chiffre à une vingtaine de morts parmi les forces de l'ordre depuis le renversement de Mohamed Morsi, il y a moins d'un mois. La contestation se poursuit aussi au Caire, de façon moins violente. Cette manifestation de femmes proches du parti salafiste Al-Nour demande le retour du président Morsi et dénonce un coup d'État de l'armée. Ils ont tué nos frères à Mansoura, ils ont tué des femmes et des enfants. Pourquoi ont-ils fait ça alors que nous voulions protéger la démocratie? C'est bien plus qu'un coup d'État militaire, c'est un coup d'État contre l'islam. C'est dans ce climat délétère que l'armée tente de donner l'image d'un certain retour au calme. Une grande parade militaire à prendre comme un témoignage de force. Le président par intérim, Adli Mansour, a la lourde tâche d'accompagner la révision de la constitution de son prédécesseur. Malgré les tensions qui ne retombent pas, la commission qui doit proposer un nouveau texte d'ici le mois prochain s'est réunie dimanche, pour la première fois. Un mot de religion, c'est le premier grand voyage du souverain pontife. Le pape François s'est rendu à Rio de Janeiro au Brésil. Les 28e journées de la jeunesse vont réunir au moins 1 500 000 jeunes venus du monde entier. Impatients et pleins d'espoir, aux Journées mondiales de la jeunesse, les pèlerins n'attendent plus que le pape. C'est le début d'une semaine de visites et de festivités au Brésil, le plus grand pays catholique du monde. Je veux prier pour les Journées mondiales de la jeunesse, remercier Dieu parce qu'il s'installe à Rio de Janeiro, prier pour la vie du pape François et pour l'Église, qu'elle reste jeune et vivante. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Enthousiasme également du côté du pape François pour son tout premier déplacement. Il tweetait déjà ce matin:
J'arrive au Brésil dans quelques heures et mon cœur est déjà rempli de joie parce que bientôt je serai avec vous pour les 28e JMJ. Un ton plutôt détendu qui contraste avec le dispositif de sécurité brésilien. Près de 30 000 agents sont déployés. Ici à Copacabana, le podium, les décorations, tout est prêt. Même hors de la Pape Mania, on attend beaucoup de la visite du premier pape latino-américain. Je ne suis pas très religieux, mais j'ai une grande foi en Dieu et je pense que la visite du pape ici va nous amener beaucoup de paix à Rio de Janeiro dans les jours qui viennent. Le Brésil accueille les JMJ sur fond de crise sociale avec un investissement public de plus de 30 millions d'euros. Une dépense critiquée. Les appels à manifester sont maintenus alors que les pèlerins ont des étoiles plein les yeux. Voilà, le pape François est effectivement arrivé au Brésil il y a quelques heures. Terminons avec cette bonne nouvelle pour l'Angleterre. Le palais de Buckingham a annoncé la naissance du fils de Kate et William Windsor. Le nouveau-né prend la 3e place dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonsoir.